Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode avec Philippe Bobola. Bienvenue Philippe. Bonjour Emma. Bon, je vous sens en super forme et ça tombe bien, les amis, vous avez été nombreux à manifester votre joie de cette nouvelle émission qui va s'articuler en plusieurs points. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse stratégie du choc, on va parler de la réaction à un choc, du stress, de la psychologie du stress, on va parler aussi de comment on crée un problème pour mieux le résoudre. Philippe va nous évoquer aussi ce qu'est le tititainment, les 4 fantasmes archétypaux. Philippe, je vous présente encore pour quelques personnes qui ne vous connaissent pas, mais ça fait longtemps que vous œuvrez. Alors, vous avez plusieurs casquettes, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Vous avez enseigné plus de 15 ans dans les universités de Paris et vous avez même créé un diplôme universitaire en 2006 concernant l'anthropologie médicale à l'université Kremlin-Bicêtre. Je ne savais pas. Alors, bienvenue sur ma chaîne. J'en ai même créé un à l'hôpital Pitié-Salpêtrière aussi. Donc, voilà. Aussi sur l'anthropologie médicale. J'étais intervenu, mais c'est surtout à Sainte-Anne que j'ai créé un enseignement qui s'appelait Les peuples traditionnels de la cosmogonie à la médecine traditionnelle. Et donc, ce diplôme qui marchait bien a été retiré parce qu'il gênait. Et donc, l'ethnomédecine, c'est la discipline qui essaye de voir comment on peut soigner autrement que la façon utilisée ici, la façon allopathique. Donc, c'est très intéressant parce que on s'aperçoit en faisant des soins comparés qu'il y a 1001 façons de soigner, quoi, sans que ça soit aberrant. Alors, ça va être passionnant une fois de plus. Je sens que nous allons passer un moment qui va nous faire du bien, qui va aussi nous permettre d'expliquer comment on réagit face à un choc. Donc, on va faire un rewind, on va revenir en arrière au début de l'année 2020, puisqu'on a tous subi, c'était historique quand même, hein, tous en même temps, un choc dans le monde. Et comment on peut déjà se positionner par rapport à ça? Comment on réagit à un choc, Philippe? Alors, pour mieux comprendre l'action psychologique et biologique face à un choc, je vais revenir sur les travaux d'Henri Laborie. Donc, Henri Laborie, c'est un biologiste, chirurgien de formation, chirurgien militaire d'ailleurs. Assez curieusement, il était animé d'un esprit anarchiste, mais il a été militaire. Et c'est un homme d'une très grande créativité, pluridisciplinaire. Donc, il a été chirurgien, il a été presque anesthésiste, il a innové, c'est lui qui est à l'origine de la première molécule qui pouvait agir sur la schizophrénie, la chlorpromazine, commercialisée sous le nom de l'Arjactyle. Et en fin de compte, cet homme a essayé toute sa vie de répondre à une question toute simple, comment un corps réagit à un choc? Alors, il constate que quand il opérait, il y avait beaucoup de gens qui mouraient d'hémorragie interne, et on ne savait pas trop pourquoi. En fin de compte, il commence à comprendre que quand on met la personne en anesthésie, il y a des vasoconstrictions parce que le corps garde les organes nobles et il va privilégier le cœur, le cerveau, les poumons, et puis le foie, la peau, les intestins, d'une façon générale, l'appareil abdominal devient secondaire. Donc, ces organes se mettent en vasoconstriction puisque le but, c'est de distribuer un maximum de sang et donc d'oxygène aux organes nobles. Et il comprend que le corps, quand il est vraiment en incapacité de pouvoir réagir, il y a des réactions profondes au niveau biologique. Alors, il met au point ce qu'il a appelé les cocktails lithiques qui permettent de sortir de ce qu'on avait appelé le syndrome post-traumatique. C'était le nom qu'avait donné le grand chirurgien René Leriche. Et puis, il va créer un laboratoire d'eutonologie. Alors, c'est un terme un peu curieux. C'est bon, et tonologie, c'est le tonus. Et il va essayer de comprendre comment un organisme réagit à un choc chirurgical, à une anesthésie. Il va essayer de comprendre comment un organisme réagit à un choc physique et un choc psychologique. Alors, pour comprendre son concept clé qui est l'inhibition de l'action, on va revenir à une approche comportementaliste. Alors, imaginons une cage avec 2 compartiments et au milieu une porte. La porte peut être ouverte ou fermée. À l'intérieur de ce dispositif, on met un animal de laboratoire, une petite souris blanche.
l'animal est convenablement nourri, hydraté, l'animalier va même caresser l'animal, mais pendant 7 jours, et d'une façon totalement aléatoire, l'animal va recevoir 7 minutes par jour des décharges électriques. Alors c'est douloureux pour l'animal, et on regarde comment il va réagir. Alors dans les 3 premiers jours, l'animalier doit se méfier parce que l'animal change véritablement sa personnalité, si je puis dire. Il peut être très agressif. Puis au-delà de 3 jours, c'est comme si l'animal était résigné. On le voit dans un coin de la cage. Il est dans un état d'asthénie, fatigué, dépressif, il dort mal. Il est toujours en tension parce qu'il attend la prochaine douleur, mais il ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Alors ça rappellera un certain nombre de choses à nos auditeurs. Quand il y a des annonces gouvernementales, on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous voyez, on est là en tension. Et ça, c'est vraiment typique de l'inhibition de l'action. Alors au bout d'un certain temps, l'animal, dans un tel état de tension, va développer des troubles du comportement. On constate qu'il peut avoir des ulcères à l'estomac. Et en fin de compte, si la situation perdure, il y a 2 grandes familles de pathologies qui émergent, c'est les pathologies cardiovasculaires et les pathologies liées à la défense immunitaire. Soit une baisse de la défense immunitaire, on verra pourquoi, soit carrément une modification de la qualité de la défense immunitaire, c'est les maladies auto-immunes. Alors, si l'animal, après chaque décharge électrique délivrée dans les mêmes conditions que la première situation, il peut aller se réfugier dans le deuxième compartiment, on peut lui faire subir ces décharges toute sa vie. Le fait qu'il puisse aller du premier compartiment où le plancher est électrifié pour aller se réfugier dans le deuxième compartiment où il n'y a plus de décharge électrique, et bien l'animal n'a aucun trouble du comportement ni problème physiologique parce qu'il a pu agir. Dans la première situation, on était en inhibition de l'action. Là, on est en activation de l'action. Maintenant, si la porte est toujours fermée et on met 2 animaux, 2 souris, il y en a une qui sera dominée et l'autre qui sera dominante. Donc, seule la dominée est en inhibition de l'action avec les troubles du comportement décrits dans la première situation, alors que la souris dominante, elle a pu agresser la souris dominée. Donc, la souris dominée, elle a un double problème, si je puis dire. D'une part, elle est en train d'attendre les décharges électriques, elle ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver, associées à la douleur. Et puis, il y a l'agressivité de la souris dominante qui peut la mordre à n'importe quel moment sans qu'elle puisse se préparer. Maintenant, si la porte est fermée et qu'on met une petite roue de laboratoire, l'animal peut la faire tourner, bien que cette petite roue ne résolve pas son problème. Il a pu agir, même si c'est illusoire, il a fait tourner, après chaque décharge électrique, la petite roue. Enfin, si on fait subir un électrochoc convulsivant avec perte de conscience à l'animal, ben c'est comme si l'animal découvrait à chaque décharge électrique à nouveau cette sensation inconnue. Alors que dans les autres situations, il a mémorisé. Et donc, c'est le fait d'avoir mémorisé qu'il met en tension et il redoute qu'à nouveau, une douleur arrive sans savoir, puisque c'est délivré d'une façon aléatoire, quand est-ce qu'elle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de toutes ces expériences? Bon, on peut déduire qu'un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Et donc, dans le monde animalier, il y a 2 options. Soit l'agression, c'est ce qui se passe dans la 3e situation où la souris dominante agresse la souris dominée. Soit la fuite, c'est ce qui se passe dans la 2e situation. Lorsqu'un animal ne peut ni fuir ni agresser, ben, il n'a qu'une seule solution, c'est d'essayer, face à un danger, de se camoufler, de se cacher. Même, il y a des animaux qui font semblant d'être morts. Il y a même des stratégies, on dégage des odeurs horribles, de façon à ce que l'animal prédateur soit découragé d'aller manger l'animal, puisqu'on a l'impression que l'animal est en décomposition. Alors, chez l'homme, il y a une option supplémentaire qui n'existe pas chez l'animal, c'est la fuite dans l'imaginaire, ou la fuite dans les névroses, ou la fuite dans les psychoses, ou la fuite dans la créativité. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les grands créatifs, je pense en particulier à Van Gogh, si vous regardez un peu l'histoire de sa vie, c'est quelqu'un qui est mal dans sa société, il peut ni fuir ni agresser, donc dans une première partie de sa vie, il marche beaucoup, et puis à un moment donné, il s'aperçoit que la fuite dans l'espace il finit à Auvers-sur-Oise, c'est pas la solution, il va se suicider. Alors, beaucoup de grands créatifs n'ont pas été jusqu'au suicide, hein, ils ont été très créatifs, c'est une façon de fuir.
Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On est vraiment dans une situation d'inhibition de l'action. Confinement, couvre-feu, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir fuir. Aller où? Et agresser qui? Et donc, si on revient à la première situation, la petite souris, comme elle ne peut pas agresser une autre souris, elle va déclencher une agressivité endogène, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-agresser. Alors, Laborie a étudié beaucoup cette inhibition de l'action et il s'est rendu compte que souvent les gens développaient des maladies parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir agir. Alors, on peut avoir des blocages dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Là, on a un blocage mondial. Et c'est le pire que puisse éprouver un cerveau quand il peut ni fuir ni agresser. Il va s'auto-agresser, c'est une option, ou fuir dans l'imaginaire. Et donc, à ce moment-là, il peut fuir dans les idéologies, il peut fuir dans la naïveté, c'est une façon d'échapper à la situation. Donc, on va croire au narratif du gouvernement, parce qu'on s'accroche mordicus à ce qui est dit. Sinon, on retombe sur l'inhibition de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau biologique? Au niveau biologique, quand on est en inhibition de l'action, il y a une cascade de réactions qui vont stimuler les glandes cortico-surrénales, qui vont libérer une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont la plus célèbre est le cortisol. Et cette molécule abaisse la défense immunitaire. Philippe, donc, est-ce que le cortisol, c'est cette fameuse molécule qui crée le burn-out? Oui, tout à fait. Quand on est très surchargé en travail, c'est le cas des cadres, on est stressé et donc on va libérer du cortisol. Et cette stratégie de stress, qu'on pourrait appeler de tension, elle n'est pas faite pour durer avec une longue durée, vous voyez. C'est une stratégie de courte durée. Mais quand elle s'installe semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, eh bien, ça crée du dégât. Alors, on va prendre un exemple un peu caricatural. Vous avez un employé, il est soumis à un supérieur un peu tyrannique. Qu'est-ce qu'il a comme solution? Soit il l'agresse, mais il perd son travail, soit il donne sa démission, mais il perd aussi son travail. Donc souvent, les gens, pour des raisons évidentes de conservation de leur boulot, parce qu'ils ont une famille, ils vont finalement accepter l'inacceptable. Et donc leur organisme, au bout d'un moment, n'en peut plus. Donc le cortisol a plein d'actions sur le corps. Quand vous êtes stressé, vous déclenchez à peu près 1400 réactions, 30 hormones. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une baisse de la défense immunitaire. Il peut y avoir une modification qualitative de la défense immunitaire. Ça augmente la prévalence des maladies auto-immunes. Ça allonge de 9 jours la cicatrisation. Vous avez moins de réactions inflammatoires, qui est un dispositif pour combattre les infections. Vous avez plus de perméabilité aux infections bactériennes, vous luttez moins contre les toxines. Vous voyez, entre autres, vous pouvez avoir une fonte osseuse, une fonte musculaire, il y a une mauvaise régénération des cellules cutanées, vous pouvez avoir une accumulation de graisse au niveau des hanches, voilà. Ah mince alors. Et de l'abdomen, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des réactions, et il y en a bien d'autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand vous êtes dans un tel état d'inhibition de l'action, ça va agir aussi sur deux structures du cerveau qui sont quand même très importantes, l'amygdale et l'hippocampe. Et ces deux structures sont, entre guillemets, utilisées par le cerveau pour mémoriser. Donc, vous avez du mal à mémoriser, ça agit aussi sur la vigilance. Vous avez le sentiment qu'il y a une agression permanente, donc vous êtes tout le temps tendu. Alors, on s'est rendu compte que ces deux organes, ces deux neuro-organes peuvent être hypertrophiés ou au contraire développés. C'est le cas, on cite souvent des chauffeurs de taxis londoniens, vous voyez, les taxis noirs, ils passent un examen très difficile et ils peuvent demander une course avec 2 ou 3 fois le prix d'un taxi normal parce que ce sont comme des guides qui sont capables de donner l'historique de Londres. Alors, ils doivent connaître les rues par cœur, ils doivent connaître l'histoire de Londres. Et effectivement, ils s'y préparent. On dit qu'il faut en moyenne 15 à 20 heures par semaine pendant 3 ans pour passer l'examen, et c'est de la pure mémoire. Et quand on a regardé par imagerie médicale, on a vu que leur hippocampe était beaucoup plus développé. Alors, ce qui se passe actuellement, on est dans un milieu extrême, comme on dit, extrémophile. Les gens sont en inhibition de l'action, et vous voyez, qu'est-ce que ça a comme conséquence? La baisse de la défense immunitaire.
donc une fragilité vis-à-vis de la Covid-19, du SARS-CoV-2. Ensuite, il y a une atrophie de l'amygdale et l'hippocampe, c'est-à-dire on mémorise avec difficulté. On a du mal, au bout d'un moment, ça agit au niveau des lobes préfrontaux, à avoir du discernement, si la situation perdure et se prolonge. Et donc, c'est ça que les gens ressentent, et puis ça met l'organisme en tension, alors ça perturbe aussi le sommeil, parce que l'inhibition de l'action perturbe la synthèse des protéines qui est indispensable pour pouvoir rêver, pour pouvoir mémoriser. Donc tout ça amène l'individu à être fragilisé. Il réagit moins avec tonicité et intelligence vis-à-vis de l'environnement.